qu'on est opérationnel au niveau de la communication. Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur Facebook et bonsoir à ceux qui sont dans le public. Alors ce soir nous aurons des diffusions, enfin, pour le premier point nous allons avoir des diffusions sur le panneau, donc en fait vous changerez de place pour qu'on puisse assister à la présentation par Madame Legendre du débat d'orientation budgétaire. Donc, je vais proposer maintenant Dimagio comme secrétaire de séance, un vote à l'unanimité. Je vais procéder à l'appel nominal des 33 conseillers municipaux, Véronique Migueli, Jean-Paul Alouche, Sandrine Raffaelli, Jean-Jacques Mollard, Cécile Esposito, Roger Socia, Céline Legendre, Armand Bouilly, Anne-Marie Rességuier, Denis Charat, Richard Camus, Jean-Louis Millardeau, Christine Henry. Elle n'est pas encore arrivée. Elle est là, elle est présente. Donc, Régine Rotor, elle donne procuration à Madame Rességuier. Claude Pourchier, Denis Brunet, Marie-Dominique Belon, Nicole Moulier, Jérôme Vigne, Frédéric Boissy, François Cordeau, il n'est pas là non plus, Sophie Pérez, Laurence Brûlé, David Garcia, Anne-Marie Vallée, Manon Dimagio, Gabriel Pourchier, Guy Barbaroux, Éric Hoff, Daniel Giraud, Laurence Almana, Michel Volpé, Jean-Pierre Atsori. Nous avons donc le quorum. Nous allons commencer ce conseil municipal. Le service des assemblées vous a communiqué le procès-verbal du conseil municipal du 11 décembre dernier. Est-ce que vous avez des observations par rapport à ce procès-verbal? Donc un vote à l'unanimité. Avant de débuter cette séance, je vous informe que conformément à l'article L21, 23, 24-1-1 du Code général des collectivités territoriales, un état annuel des indemnités perçues par les élus de la ville d'Orioles a été communiqué à chaque conseiller municipal sur table. L'ordre du jour de ce soir comporte 11 points, des points très importants sur le débat d'orientation budgétaire. Donc nous allons vous présenter les grandes lignes sur lesquelles se fondera notre budget primitif qui sera examiné en avril prochain. M. Cordeau vient juste d'arriver. Le débat d'orientation budgétaire est un moment important d'information et d'échange quant aux priorités proposées pour les Oriolais, aux équilibres financiers qui préfigurent le budget 2024 de la commune. Nous aurons également une dizaine d'autres rapports à examiner qui intéressent nos administrés. Depuis le début de notre mandat, nous avons eu à cœur d'assainir les finances par des économies de gestion, en travaillant sur la dette sans hausse des taux d'imposition, par la recherche de recettes nouvelles et surtout de subventions de partenaires. Et nous avons aussi développé un programme d'investissement de rattrapage des équipements. Même si chacun des exercices a été marqué par des événements ou des conditions exceptionnelles, nous avons maintenu notre feuille de route. Nous le savons tous, la crise sanitaire, l'inflation, les réformes liées à la masse salariale, la hausse des coûts de l'énergie, des aliments notamment, qui s'enchaînent ces dernières années, ont compliqué les choses et l'exercice 2024 ne fera malheureusement pas exception. En effet, certains éléments restent incertains. Les collectivités sont au cœur des investissements pour la transition écologique, notamment au niveau de la rénovation des bâtiments ou de la gestion des déchets. Nous sommes une fois encore fortement impactés par des réformes de la grille indiciaire. Concernant cette fameuse gestion des déchets, le Conseil de métropole a approuvé le dispositif de gestion par les communes avec une uniformisation du règlement de la collecte et un déploiement de la redevance spéciale. Les modalités pour les communes qui souhaitent utiliser les services métropolitains ont été communiquées. Il s'agira là aussi d'une charge supplémentaire pour nous dès 2024. Par ailleurs, à partir du compte administratif 2023, la commune d'Orioles va se lancer dans le budget vert, en dégageant des dépenses et des recettes qui ont un impact du budget
budget pour la transition écologique. Sa mise en place sera formalisée par le biais d'une annexe budgétaire qui a pour objectif de présenter les dépenses d'investissement qui contribuent à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France. Malgré ces multiples contraintes, la municipalité poursuivra la mise en œuvre de la stratégie définie depuis 2020. Pas de hausse des taux d'imposition. Une qualité du service rendu aux habitants équivalente, voire même meilleure, et le dégagement d'une capacité d'autofinancement nette positive qui participe à la mise en œuvre du programme pluriannuel d'investissement. Et, dernière chose importante, sans emprunt nouveau. Nous poursuivrons également notre choix de proposer des événements variés et de qualité aux Oriolais avec le soutien de l'Office du tourisme intercommunal, avec le soutien du département pour nos manifestations et puis au sein de l'espace de la Confluence, avec le soutien financier de la métropole à hauteur de 300 000 € par an. S'agissant des subventions aux associations, elles s'inscriront dans une enveloppe stable en 2024 pour préserver et aider le tissu associatif qui est essentiel à la dynamique de notre territoire. Les dépenses d'investissement intégreront la poursuite et la livraison de nos grands chantiers comme les 5 cours de tennis, ainsi que celles relatives à l'entretien du patrimoine municipal et la voirie. Leur financement sera assuré par les ressources propres et les subventions des partenaires. La recherche constante de financement extérieur et le recours au mécénat vont nous permettre de réaliser l'ensemble de nos projets. En 2024, notre capacité d'autofinancement se maintiendra à des niveaux jamais atteints et toute fausse modestie mise à part, nous pouvons clairement nous féliciter de cette très bonne maîtrise des dépenses courantes. Merci aux services, merci à mes élus d'avoir su maîtriser ces dépenses. Notre programmation pluriannuelle est ambitieuse avec une enveloppe annuelle proche de 4 millions € sur les prochaines années. Cela permettra de combler le retard pris en matière de dépenses d'équipement qui ont été accumulées. Nous allons travailler sur tous les secteurs de la ville avec la volonté d'améliorer toujours et encore la qualité de vie des Oriolais. Dans le cadre de nos équipements sportifs, les travaux pour les vestiaires vont démarrer en 2024. Le projet de réhabilitation du centre-ville avance avec un travail sur la voirie qui se poursuit. Et en attendant son aboutissement, les trottoirs et un embellissement général de la zone sera réalisé. Nous allons aussi améliorer la performance énergétique de notre éclairage public et puis sécuriser notre église dès cette année pour près de 500 000 €. Le boulodrome aux Artaud va être agrandi et nous allons investir en faveur du tri de nos déchets et de nos biodéchets avec l'installation d'un éco-digesteur. Nous allons également réhabiliter notre skatepark et nos aires de jeu, travailler sur l'amélioration des berges de l'Uvonne et sa renaturation en partie avec le partenariat de l'EPA-JUCA. Et puis enfin, nous allons poursuivre notre programme de vidéoprotection car la sécurité reste un de nos objectifs prioritaires. Pour 2024, le budget restera dans la même lignée que les années précédentes, même si certains éléments indépendants de notre gestion restent incertains. Mon équipe et moi-même poursuivrons la mise en œuvre de notre stratégie, je le disais, sans emprunter. S'agissant des dépenses de personnel, les réformes imposées par l'État liées à la révision des grilles indiciaires, la hausse nationale du point d'indice d'une part et les indemnités de radiation d'autre part, vont fortement grever notre budget malgré l'anticipation que nous avons eue. Les économies sur les autres postes de dépenses de fonctionnement, notamment les charges générales, vont être poursuivies en dehors des dépenses contraintes. Nous allons donc œuvrer, cette année encore avec mon équipe, que je remercie une fois encore pour son implication et son dynamisme, à remettre notre village au cœur des grands enjeux du développement, sans jamais perdre de vue la préservation de notre identité agricole et naturelle. Oriol se désendette. Oriol s'équipe et remet aux normes ses bâtiments. Oriol anticipe les grands enjeux. Oriol concilie toujours plus de qualité de vie tout en contrôlant les dépenses publiques.
Voilà, je laisse maintenant la parole à mon adjointe aux finances et au budget pour vous présenter en détail les éléments chiffrés du document d'orientation budgétaire. Et je vous remercie pour votre attention. Madame Legendre, la parole est à vous. Bonsoir à tous. Il s'agit d'approuver le rapport sur les orientations budgétaires 2024 et suivantes pour alimenter notamment le budget primitif qui sera voté le 8 avril prochain. Alors avant de parler de 2024, revenons sur l'année 2023 avec des estimés à ce stade, le compte administratif 2023 étant présenté également lors du conseil municipal du mois d'avril. En 2023, l'épargne brute se maintient à nouveau à un niveau élevé, jamais atteint. Donc sur ce graphe, nous vous présentons donc l'épargne brute et nette depuis 2016. Donc l'épargne brute, c'est en fait le résultat, moins tout ce qui est, on va dire, exceptionnel, notamment vente et qui ne génère pas en fait de liquidité, de trésorerie, de mouvement de trésorerie, forcément liés à l'exploitation, liés au courant. Donc par exemple les ventes de terrain. Donc ça a été le cas en 2021. Donc là c'est bien l'épargne brute sans le produit de la vente des JPR. Et l'épargne nette, c'est l'épargne brute moins le remboursement de la dette. Donc le remboursement annuel de la dette. Donc on voit une forte augmentation donc, sur les dernières années de cette capacité brute, de cette épargne brute et nette. Et en fait, elle est le résultat d'une très bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement. Et aussi des recettes nouvelles. Donc comme nous pouvons voir sur la présentation des dépenses de fonctionnement depuis 2018, des recettes de fonctionnement en bleu et du résultat donc, qui est au-dessus. Donc on voit que pour les dépenses de fonctionnement, donc, qui sont en vert, à 12,5 donc pour 12,5 millions d'euros pour 2023. Donc en fait, on se retrouve au même niveau que le CA 2018 et on voit que sur toute cette période, en fait, on est resté assez stable en dépenses de fonctionnement malgré ces 2 dernières années de très forte inflation, comme vous le savez tous. Ces dépenses de fonctionnement 2023 sont proches de la prévision budgétaire qui a intégré l'effet de l'inflation ainsi que l'envolée des coûts de l'énergie, mais aussi des efforts de gestion et d'optimisation. Alors les dépenses de la masse salariale qui constituent l'essentiel, enfin une bonne partie des dépenses de fonctionnement, malgré les nombreuses mesures de revalorisation et souhaitables dans un contexte de forte inflation, ont été compensées par une baisse constante des effectifs en personnel. À noter la forte baisse de l'absentéisme qui passe de 16% en 2022 à 9,8% en 2023. Donc ça, ce sont des jours en fait, de personnel, d'effectifs, des heures travaillées qui sont gagnées en fait et qui permettent de contribuer au service pour les Oriolais. Donc on peut se réjouir de cette tendance, de cette baisse drastique de l'absentéisme et qui trouve souvent ses causes grâce à un climat social plus favorable. Les recettes réelles de fonctionnement s'élèveraient à 14,9 millions d'euros. Donc là, on est sur des montants plus élevés. On est un peu plus élevé que 2022. Et 2021, il y avait eu beaucoup d'éléments en fait, de rattrapage des recettes nouvelles qui avaient contribué à ce montant et aussi l'économie sur les emprunts. Mais ça, on y reviendra ensuite.
Donc les produits des services seraient stables et en conformité avec la prévision budgétaire à 14,9 millions d'euros. Et la perte de la CAF pour la crèche qui sera versée directement aux délégataires de services publics et non plus à la commune sont compensés partiellement par une hausse du remboursement par la métropole relatif aux conventions de gestion et notamment celles liées à la salle de spectacle de la Confluence. Alors on revient sur l'épargne nette, donc qui est l'épargne brute moins le remboursement de l'emprunt. Et donc l'épargne nette dégagée sur ces dernières années, en fait, sur ce début de mandat, s'élève à 5 millions d'euros. Donc on a un changement en fait très net par rapport à la période précédente. Et ce qui nous a permis surtout de monter en puissance sur les investissements et de réaliser notre programme pluriannuel. Donc sur les investissements, vous avez l'évolution et on voit bien cette vraiment montée en puissance puisque nous atteignons 4 millions, nous atteindrions 4 millions donc pour 2023. Donc vous avez vu l'importance en fait du remboursement de l'emprunt qui permet de dégager plus d'épargne nette. Alors concernant la dette, l'encours s'établit au 1er janvier 2024 à 10,9 millions d'euros. Il baisse constamment depuis 2020 car la commune se désendette. Donc nous avons renégocié en 2021 4 emprunts, dont les 3 contrats structurés. Nous avons constaté dès 2021 la baisse des annuités bancaires et des remboursements en capital. Et en 2023, notre dette était à 99% en taux fixe. Donc la commune, ainsi, n'a pas subi l'envolée des taux dont on a beaucoup parlé et qui a été très forte sur ces dernières années. Le taux d'intérêt que nous avions obtenu sur cette renégociation était de 0,3% hors pénalité, ce qui laisse rêveur aujourd'hui compte tenu des taux du marché. Et nous avons su saisir cette fenêtre de tir extrêmement favorable, mais très courte dans le temps. Cette économie va se poursuivre sur les 5 prochaines années, soit en cumulé depuis 2021, une économie de plus de 2 millions d'euros. Donc à la fois en intérêt, donc ça joue sur les dépenses, mais également en remboursement de capital qui diminue et qui permet donc de dégager plus de capacité brute, de capacité nette de financement. Donc, comme je le disais, cette économie liée à cette renégociation ainsi que l'augmentation de l'épargne brute a permis de monter en puissance rapidement sur les investissements qui ont à leur tour permis de capturer des subventions de la métropole qui ont donc à leur tour financé des investissements. Et ce cercle vertueux, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet de levier et qui a été considérable donc, sur ce début de mandat. Alors passons aux orientations du budget 2024 qui seront les suivantes. Alors concernant la préparation budgétaire 2024, certains éléments restent volatiles et incertains. Cependant, la municipalité poursuivra pour autant la mise en œuvre de la stratégie définie en 2020. Donc, comme disait Madame le maire, pas de hausse des taux d'imposition, qualité du service rendu aux habitants au quotidien et dégagement d'une capacité d'autofinancement net positive, donc participant à la mise en œuvre du projet pluriannuel d'investissement. Une particularité aussi pour ce budget 2024, les collectivités sont au cœur des investissements pour la transition écologique, mobilité, rénovation des bâtiments, gestion des déchets. Et cette année 2024 sera impactée par la gestion de nos déchets à nos frais dès le 1er janvier 2024 et l'accès payant à la déchetterie. De plus, à partir du compte administratif 2023, la commune d'Oriotte va se lancer dans le budget vert en dégageant les dépenses et recettes qui ont un impact du budget pour la transition écologique.
Cet état a pour objectif de présenter les dépenses d'investissement qui contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France. S'agissant des subventions aux associations, elles s'inscriront dans une enveloppe stable en 2024. Les dépenses d'investissement intégreront la poursuite et la livraison de nos grands chantiers, comme les travaux des 5 cours de tennis, ainsi que celles relatives à l'entretien du patrimoine municipal et la voirie. Elles sont programmées à hauteur de 4 millions d'euros, donc à peu près l'équivalent en fait de ce que nous avions en 2023, donc à des niveaux très élevés. Et leur financement sera assuré par les ressources propres et les subventions des partenaires. Le budget 2024 des dépenses de fonctionnement devrait s'établir en légère augmentation par rapport au BP 2023. La maîtrise des charges de gestion courante et de l'énergie, grâce notamment à l'amortisseur électricité, ne compensera pas la hausse du coût du personnel avec la revalorisation du point d'indice pour tous et l'inflation sur de nombreux postes de dépenses. Le budget de fonctionnement dégagera un résultat positif au budget 2024 et la capacité d'autofinancement net dépassera les 500 000 euros. Concernant le budget annexe des pompes funèbres, à la clôture de l'exercice 2023, le compte administratif prévisionnel du budget annexe des pompes funèbres, qui sera approuvé par le conseil municipal, fait apparaître un résultat d'exploitation positif de 6 799 euros. La régie municipale des pompes funèbres a reversé au budget principal la somme de 70 000 euros, correspondant à 79 convois à 850 euros, avec 525 euros pour les réductions de corps, soit un remboursement de charges de personnel équivalent à 67 675 euros. En 2023, la régie a effectué 79 convois, une baisse de 18% due à l'application de la réglementation relative aux régies qui exige une intervention communale. De ce fait, nous n'intervenons plus à la maison de retraite de Roquevert. Ce résultat confirme l'intérêt d'un service public de pompes funèbres, eu égard au nombre important de familles qui s'adressent à lui pour organiser les funérailles de leurs proches. Donc pour les exercices à venir, les priorités seront les suivantes. Donc je spécifie le budget des pompes funèbres, il a été établi par Monsieur Brunet, Denis Brunet, et puis aussi aidé par les équipes, bien sûr. Études, donc, pour les exercices à venir, les priorités seront les suivantes. Études de travaux et réaménagement des locaux pour un meilleur accueil des défunts, des familles, et pour améliorer encore les conditions de travail des employés. Concernant le véhicule de transport de corps, avant et après mise en guerre, son remplacement a été prévu au budget. Donc également, priorité, le réaménagement indispensable et global des terres communes et l'optimisation de la capacité du cimetière par la procédure de reprise des tombes abandonnées, environ 100 concessions, effectives à partir du second semestre 2024. Ainsi, je vous propose de prendre acte pour le budget principal et le budget annexe des pompes funèbres de la ville, de la communication du rapport sur les orientations budgétaires pour l'année 2024 et de la tenue du débat sur ces orientations budgétaires et d'adopter le rapport d'orientation budgétaire 2024 si annexé. D'abord, on va avoir un débat avant de voter, donc je vous laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. D'abord, juste un focus sur la situation globale. L'année 2023 a vu l'enlisement de la guerre en Europe entre l'Ukraine et la Russie et l'éclatement du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, suite à l'attentat du 7 octobre 2023 perpétré par le Hamas sur le sol israélien.
Il faut espérer que toutes les tentatives de résolution de ce nouveau conflit par les voies diplomatiques engagées à ce jour aboutissent afin d'éviter un embrasement de la guerre dans cette région ultra-sensible. Cela a eu effectivement un effet direct sur le budget de l'État qui, en 2024, a prévu une augmentation de crédit du budget de défense de 3,3 milliards. Heureusement, après une inflation record de 5,7% en France, les prévisions d'inflation pour 2024 sont de 2,7% et de 2,2% en 2025. Cela laisse espérer une baisse des taux bancaires courant 2024, ce qui pourrait favoriser une détente sur le marché immobilier. Alors, concernant les aides, vous en avez parlé, l'État a augmenté de 500 millions le fonds vert pour accélérer la transition écologique et continue à pratiquer l'amortisseur électricité, mais à un tarif de référence plus élevé de 250 € et rembourse 75% surtout de la facture, 50% pour l'année antérieure d'ailleurs. Enfin, le plafond est plus haut, donc c'est pas sûr qu'on s'inscrive. Voilà, donc ça c'était un peu un rappel, puisque bon, on n'avait pas trop parlé, et c'est quand même important pour l'année 2023. Alors pour la commune d'Oriol, nous n'allons ici pas débattre des chiffres annoncés pour 2023 et 2024, car nous n'avons à ce jour que des chiffres globaux ne permettant pas une analyse financière pertinente. Ce travail viendra lors du vote du compte administratif 2023 et du budget 2024. Toutefois, nous avons voulu mettre en exergue les points suivants. Alors, au niveau des recettes de fonctionnement, nous avions noté avec satisfaction que la métropole avait opté pour la mise en place d'une dotation de solidarité communautaire qui bénéficiait à la commune d'Oriol à hauteur de 124 990 en 2023, doublée en 2024 et triplée en 2027. Heureusement, finalement, car la métropole est rentrée dans la sortie progressive du FPIC dès 2023, ce qui va entraîner à terme pour la commune une perte définitive d'environ 230 000 €. Nous remarquons également qu'entre 2020 et 2023, les contributions directes, donc les impôts, sont passées de 7 748 000 à 9 248 000, soit une évolution de 1 500 000 en 3 ans, plus 19,3%. À titre de comparaison, en 2022, le dernier chiffre connu sur Impôts, enfin la DGCL, le ratio des structures des impôts locaux était de 63,11 pour Oriol en 2022, contre 43,59 pour la moyenne de la strate. Et il était de 53, donc 10 points de moins par rapport à 2022. En 2021, et toujours à peu près pareil, 43,64 en 2021, soit un écart de plus 10 à 1 an. La comparaison des taux sera encore plus spectaculaire lorsque les chiffres seront connus en 2023. L'évolution spectaculaire de ce poste explique mieux le niveau de vos résultats nets de fonctionnement de 2021 à 2023, mais souligne aussi l'important effort demandé aux contribuables auréolais. Au niveau des dépenses de fonctionnement, vous citez de nombreuses fois les économies de gestion que vous réalisez pour pouvoir autofinancer votre programme d'investissement. Mais on l'avait déjà dit, nous avons remarqué que vos efforts portent essentiellement sur un poste, le personnel, qui est le plus important. Le tableau d'effectifs du personnel 27-2, donc fin 2022, environ, s'établit à 160 temps complets, et 8 temps non complets, pour 487 et 10 au 31 décembre 2019. Comparaison, je l'ai faite entre 2019 et donc fin 2022. Soit 29 fonctionnaires en moins à ce jour. Et plus précisément, le secteur technique a baissé de 24 agents durant cette période, 87 contre 111. Et vous nous annoncez qu'à fin 2023, c'est ce qui est marqué, l'effectif global a encore diminué de 6 agents, soit au total une baisse de 35 agents. Il est vrai que c'est en partie la résultante de l'externalisation du personnel de ménage, du personnel employé durant l'intercantine dans les 4 groupes scolaires, et tout récemment de notre tâche collective des pichonnets. Et pour quel résultat financier concret? La masse salariale sera de 8 040 000 en 2023, contre 7 746 en 2019, et va passer à 8 770 en 2024, niveau jamais atteint avant votre mandature. Le ratio de charge du personnel pour la commune était de 58,39 en 2021, pour 60,22 pour la moyenne de la strate, et il est passé en 2022 à 76,03 pour à peu près le même chiffre, il est passé à 59,52 pour la moyenne de la strate. Au vu des chiffres énoncés ci-dessus, le ratio sera encore plus dégradé pour 2023 et 2024 lorsque les chiffres seront publiés. Vu le nombre de départs constatés, 35,
Cela implique nécessairement que des remplacements ou des créations de postes ont été actés en catégorie supérieure. L'analyse du tableau de l'effectif communal au 31/12/2023 sera sûrement très instructive à cet égard. Il est clair aussi que certaines technicités ont disparu au sein de la commune, en particulier au sein du service technique, qui doit faire appel à des entreprises privées pour l'entretien des bâtiments communaux ou de la voirie, ce qui peut nuire à la qualité du travail et à son efficacité à long terme. Ce n'est pas pour nous un mode de gestion pertinent pour assurer le service public de qualité et de proximité envers tous les administrés de la commune. Pour finir, quant aux investissements, nous sommes ravis de constater que votre ambition d'avoir un rapport du DOC, je vous le cite, est de dégager une enveloppe annuelle de 4 millions d'euros en matière de dépenses d'équipement pour rattraper votre retard accumulé sur l'exercice précédent. Voilà ce que j'avais à dire. Et on se reverra donc pour les votes ultérieurs du budget et du code administratif. Je vais donner la parole à M. Bouilly pour ce qui est du personnel et puis Mme Legendre vous répondra aussi. C'est l'inverse. Alors d'abord, Mme Legendre qui décide et ensuite ce sera M. Bouilly qui vous répondra. Honneur aux femmes. Donc vous avez parlé des recettes de la fiscalité qui ont été... Vous avez parlé de la recette de la fiscalité qui a augmenté. Et pourquoi ça a augmenté? En fait, ce sont les bases. Donc les taux n'ont pas augmenté. Ce sont les bases qui ont été... En fait, ce calcul, cette augmentation des bases, c'est pour l'ensemble des Français et c'est basé justement sur un panier, en fait, des dépenses de l'inflation, en fait, que supportent les communes et qui a été très forte. Donc, quand on voyait tout à l'heure par rapport aux dépenses, c'est-à-dire qu'on a eu des dépenses moins élevées que ce que vous aviez à l'époque, avec des taux d'inflation effectivement très forts. Donc, on peut dire que la gestion effectivement a été bonne. Et le service, alors c'est sûr que c'est notamment par une maîtrise de la masse salariale, donc on a en fait fait toutes les revalorisations qui étaient nécessaires. Et s'il y a eu des dépenses, effectivement certains services qui sont rendus maintenant par des DSP, dans les charges, ça ne vient pas augmenter nos dépenses. Donc c'est bien que c'est totalement maîtrisé. Et je pense, enfin c'est ce que vous dites à la fin, que les investissements, 4 millions, c'est en dessous de quoi ça, on est à... Je vais citer votre phrase. C'est en dessous de rien. C'est simplement, je vous dis... Enfin, de toute façon, on est à 8 millions si on prend donc 2023 et 2024 et depuis en fait, si on prend depuis le début du mandat, on est à 10 millions d'investissements, donc jusqu'en 2023, et on va ajouter 4 millions, donc on n'est plus dans le rattrapage, là on est vraiment dans le plan pluriannuel avec des objectifs fixés, et on a dit déjà les priorités sur ces investissements et l'effet de levier, le fait qu'on ait pu capturer donc, des recettes, notamment les subventions des partenaires, qui permettent donc à la fois sur les investissements principalement, mais on a parlé aussi par exemple pour la métropole, donc les spectacles, beaucoup de choses justement qui sont couvertes par des recettes nouvelles, donc à la fois maîtrise des dépenses et recettes nouvelles qui permettent de financer ce plan pluriannuel d'investissement. J'ai remis le graphe parce que quand on voit en 2018 265 000 d'investissements, aujourd'hui on est à 4 millions, je pense que voilà, ça parle, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et voilà. C'est simplement pour répondre sur les impôts, effectivement, on a bien compris que c'est les bases essentiellement qui ont augmenté, mais rien n'empêchait, en contexte d'inflation et de difficultés pour les habitants, je vous l'ai déjà redit à d'autres occasions, rien n'empêchait de limiter une partie de cette augmentation, surtout.
reviens pas sur le reste, parce que c'est un détail. Monsieur Bouilly, est-ce que vous voulez bien prendre la parole concernant les dépenses de personnel? Oui, je veux vous remercier parce que, à défaut de servir les oriolés, en tout cas les employés de la collectivité territoriale, lorsqu'on fait des mesures qui leur sont favorables, vous me servez au moins de baromètre. Pourquoi vous me servez de baromètre? Parce qu'à chaque fois que vous exprimez un désaccord avec votre manière de faire, ben, je me dis qu'on fait bien. Donc vous êtes un peu ma boussole là-dessus, donc merci de me donner le nom. Après, sans faire un long discours, je vais quand même évoquer deux notions. Notre leitmotiv, c'est la différence entre efficacité et efficience. Si vous, par conviction, le nombre est un critère de qualité, ça vous appartient, j'en suis pas surpris, puisque en parlant de nombre, c'est également la dette d'heures supplémentaires que vous n'avez pas mis en paiement auprès des employés de la ville, qui était de 13 heures. De 13 000, pardon, on a récupéré une dette de 13 000 heures supplémentaires non payées. Et nous, finalement, depuis 3 ans, petit à petit, on est en train d'épurer cette dette. Donc effectivement, distribuer sans aucun raisonnement ni souci d'efficience, je ne suis pas surpris que vous ayez cette approche. Et puis après, encore un point qui sépare nos points de vue. Effectivement, en votre temps, on n'aurait pas pu ouvrir un centre de formation d'apprentissage, puisque effectivement, s'il y avait un besoin de faire un bureau en bois, on embauchait un menuisier. S'il y avait un besoin de changer une ampoule, on embauchait un électricien. En fait, on est parti d'un autre principe, avec la symétrie des attentions, à savoir qu'on a été plus exigeant aussi sur les moyens de faire. Et on est parti du principe qu'un artisan, par exemple un artisan oriolé, dont le métier, il a une expertise, un savoir-faire qu'il met en pratique tous les jours dans son corps de métier, et ben on s'est dit qu'il fallait peut-être mieux le faire travailler lui, pour une opération où on va l'utiliser 1 ou 2 fois dans l'année, plutôt que de solliciter ça en interne, parce qu'en plus il y a certaines tâches qui peuvent mettre en danger quand on ne pratique pas régulièrement. Donc oui, on assume notre choix, et du coup ça nous permet quoi? Ça nous permet de mettre de l'argent de côté, de le redistribuer soit aux oriolés à travers des investissements, soit en améliorant les conditions de travail des employés de la mairie, avec notamment tout le programme de rénovation de la mairie. Oui, bon, je vais... Vous avez terminé? Donc, c'est sa façon de le faire. Oui. Chacun voit à sa façon. Bien sûr, enfin, chacun voit à sa façon. Avoir 35 personnes de moins et avoir un budget personnel qui augmente, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, je vais apporter des explications aux oriolés qui nous écoutent. J'ai envie de vous dire, heureusement que nous avons diminué la masse salariale de 35 personnes, mais heureusement que nous sommes arrivés pour gérer ces ressources humaines d'une façon beaucoup plus efficace. Parce que si on était resté avec 35 personnes de plus, aujourd'hui, avec l'augmentation du point d'indice qui a été imposée par l'État, avec la revalorisation de certaines catégories, avec l'augmentation des cotisations salariales, on ne pourrait plus payer les employés municipaux si nous n'avions pas géré les ressources humaines correctement. Alors aujourd'hui, mais vous m'avez donné les arguments. Vous m'avez donné, il n'y a plus à répondre là. Non, je conclus. Vous m'avez donné les arguments justement pour expliquer qu'aujourd'hui, cette masse salariale qui effectivement est passée à plus de 8 millions, alors que quand nous avons démarré, nous nous étions fixés comme objectif d'être en dessous des 8 millions. C'était sans compter ce que l'État allait nous imposer. Je ne suis pas le seul maire à le dénoncer. Tout l'ensemble des maires de France dit la même chose que moi. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que l'État, encore une fois, a pris des décisions au détriment des communes. C'est très bien d'avoir augmenté le point d'indice des fonctionnaires. Nous sommes favorables à l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Vous savez que moi-même, je suis fonctionnaire, donc je ne vais pas aller contre cette décision. Mais encore une fois, l'État a pris cette décision sans augmenter sa participation au fonctionnement des communes, sans augmenter la dotation globale de fonctionnement des communes. Donc aujourd'hui, c'est facile de prendre des décisions. Moi aussi, j'ai envie de prendre des décisions pour distribuer de l'argent que je n'ai pas et que je vais prendre aux autres. Donc aujourd'hui, si nous n'avions pas fait ces économies, si nous n'avions pas réfléchi avec le personnel municipal
justement sur le non-remplacement de certaines personnes qui partaient à la retraite, que nous n'avons pas remplacées, mais par contre, nous avons fait monter en compétences les personnels qui restaient en les formant, en leur permettant d'avoir accès à des formations, en leur permettant aussi d'avoir accès à des logiciels, en changeant, je vous rappelle juste que quand nous sommes arrivés, le logiciel de comptabilité était tellement obsolète que nous avons eu un courrier en 2020, fin 2020, de maintenance, nous disant que c'était fini, il n'y aurait plus de maintenance tellement il était vieux et il fallait le remplacer. Et nous avons pris la décision de le remplacer, 40 ou 50 000 euros, et nos agents du service financier se sont formés en quelques mois pour pouvoir monter le budget 2021. Et tout a été pris à bras-le-corps avec les informaticiens, avec les services, pour pouvoir avancer, se former et se moderniser. Alors oui, il n'y a pas eu certains remplacements. Il y a des agents qui ont vu leur salaire augmenter parce qu'ils ont pris des responsabilités plus importantes. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que ce n'est pas le chiffre de la masse salariale qu'il faut regarder. C'est le nombre d'agents qui aujourd'hui a fortement diminué et nous ne pourrions pas boucler le budget si nous n'avions pas mené cette politique justement et ces mesures qui étaient des mesures absolument nécessaires. Concernant l'évolution des taux communaux et des taux d'imposition, là aussi, toutes les communes de France et de Navarre se sont vues imposer des bases avec une augmentation, une inflation à pratiquement 7%. Et toutes les communes ont bénéficié. Pourquoi? Parce qu'il y avait une augmentation des coûts de l'énergie, parce qu'il y avait une augmentation des coûts de l'alimentation, il y avait une augmentation de tous les matériaux, et on a vu sur nos marchés publics des augmentations aussi sur des choses, des contrats que nous avions passés. Pour pouvoir absorber ces augmentations, il y avait des bases qui ont été élevées. Par contre, les impôts communaux, eux, ceux que nous votons ici en conseil municipal, n'ont pas du tout été augmentés. Alors que, vous pouvez regarder autour de vous, de nombreuses communes ont malgré tout augmenté les taux communaux. Donc je ne peux pas vous laisser dire que nous avons profité de quoi que ce soit. Je le redirai, jusqu'en 2026, nous allons faire des investissements. Nous avons, depuis 2020, investi plus de 10 millions d'euros, alors que la situation, quand nous sommes arrivés, était catastrophique, une capacité d'autofinancement de 40 000 euros. Une commune de 13 000 habitants, c'était lamentable. Aujourd'hui, nous allons investir en 2024 4 millions d'euros. Nous avons investi en 2023 4 millions d'euros. Et je pense que d'ici la fin du mandat, nous serons à 20 millions d'euros, à plus de 20 millions d'euros. Sans augmenter les impôts, sans augmenter les taux communaux des impôts, et surtout, sans avoir recours à l'emprunt. Et puis, sans avoir recours à l'emprunt, mais surtout en se désendettant. Chaque année, nous remboursons et nous diminuons la dette des Oriolais. Et ça, c'est une performance. Et je félicite l'ensemble des élus qui, chacun dans leur délégation, fait attention à chaque denier public dépensé. Chaque denier public dépensé doit être dépensé de façon efficiente, de façon efficace, et pour répondre à un service public de qualité. Donc, je vous remercie pour tous les efforts que vous avez faits. Nous sommes en ce moment encore en train de faire des peignages pour avoir un budget qui soit au plus près des attentes et qui soit au plus près aussi des contraintes que nous avons. Donc c'est un exercice qui est extrêmement difficile, qui demande à chacun d'entre vous des efforts, parce qu'on a chacun envie de défendre dans sa délégation des projets qui nous tiennent à cœur, et on sait qu'ensemble, on va arriver à avoir un budget 2024 qui répondra aux attentes des Oriolais, et en tout cas, qui respectera les critères que nous nous sommes fixés, pas d'augmentation d'impôts et pas de recours à l'emprunt. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce débat d'orientation budgétaire. Donc nous allons prendre acte de la communication du rapport pour le débat sur les orientations budgétaires pour l'année 2024 et de la tenue de ce débat. Donc nous prenons acte.
Et je vais vous demander de voter pour l'adoption du rapport d'orientation budgétaire 2024. Donc, qui est pour? À l'unanimité, pardon, puisque nous votons un rapport. Je vous remercie. Nous allons passer au deuxième point. Sur le budget principal, ce sont des crédits d'investissement 2024 et je donne la parole à Madame Lejean. Il s'agit de représenter la délibération votée en décembre dernier qui sert à commencer à payer des factures d'investissement en investissement avant le vote du budget primitif 2024 et dans la limite d'un quart des crédits ouverts du budget de l'exercice précédent. Donc nous avons reçu en janvier une observation de la préfecture sur la prise en compte d'un compte lié à des restes à réaliser où aucun montant ne peut être ouvert car ce compte est lié à des mouvements de l'exercice 2022 et non pas 2023. Donc nous devons retirer la délibération votée en décembre et donc le retrait avec une annulation rétroactive et non l'abrogation, annulation pour l'avenir, de la délibération querellée. Ainsi, je vous propose d'autoriser Madame le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans l'attente du vote du budget primitif 2024, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2023, soit la somme totale de 883 kg selon la répartition indiquée et non plus de 973 000 € comme voté le 11 décembre 2023. Voilà, donc à l'unanimité pour cette correction. Le rapport numéro 3 est l'approbation d'une convention de mise à disposition d'une salle à l'espace Plunier. Je laisse la parole à mon premier adjoint, M. Allouche. Oui, bonsoir. Voilà, comme depuis 2021, il s'agit d'approuver une convention avec la Poste pour la mise à disposition d'une salle au sein de l'espace Plunier pour centre d'examen du Code de la route. La Poste de sollicite à nouveau la commune pour la mise à disposition de cette salle d'examen théorique général du permis de conduire, Code de la route, réservé principalement aux jeunes et moins jeunes de la commune. La présente mise à disposition est conclue pour la période du 2 janvier au 27 décembre 2024. À ce jour, plus de 750 personnes ont passé le code depuis 2021 sur 97 mercredis et une recette de 5 820 € pour la commune. Je vous propose, si vous êtes d'accord, d'approuver la convention de mise à disposition d'une salle d'espace Plunier avec la Poste au Bagnes à Ciotat pour l'ouverture des centres d'examen du centre du Code de la route, de dire que les crédits de recettes fonctionnement seront inscrits au budget principal 2024, d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention et tout acte et ou document relatif à cette affaire. On passe même le permis, le permis bateau. Alors, c'est pas pour aller sur l'Ubonne, hein, c'est le permis bateau pour aller sur la Méditerranée. Mais on a aussi des permis bateaux qui ont été passés à Plunier pour nos jeunes. Donc c'est un beau projet que nous avons mis en place et nous sommes ravis. La plupart du temps, ce sont des jeunes qui n'ont évidemment pas le permis, des difficultés de se déplacer. Donc voilà, c'est un beau projet. Et en plus, il nous rapporte de l'argent, donc voilà, c'est une belle chose. Le rapport numéro 4, donc on vote à l'unanimité. Le rapport numéro 4 est la communication du rapport d'activité annuelle pour l'année 2022 de la métropole Aix-Marseille-Provence. Il s'agit de prendre acte de ce rapport d'activité annuelle qui a été reçu le 11 janvier dernier et il doit faire l'objet d'une communication dans chaque commune en séance publique du conseil municipal. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques ou Madame Giron, vous écoute. Oui, bonsoir à tous. Non, moi j'ai vu que je veux faire une remarque sur les déchets, puisque en lisant ce rapport,
on se rend compte malheureusement qu'il y a une seule page. Et on pourra dire que c'est une page d'autosatisfaction de la métropole, qui est malheureusement loin de la réalité des communes, parce que quand malheureusement on passe devant certains conteneurs, on ne peut pas dire qu'effectivement ça soit le top du top. C'est uniquement une réflexion que j'ai eue des auréolés, effectivement. Alors oui, vous avez raison. Concernant les déchets, il y a de grandes difficultés, mais ça ne concerne pas que la commune d'Oriol. Hein, toutes les communes ont ces difficultés-là. La métropole doit faire face à des entreprises qui ont déposé le bilan, concernant notamment les containers qui sont cassés. Et la ville d'Oriol a des containers qui sont très anciens, parce que nous étions les premières communes à accueillir des containers enterrés, parce que c'est de cela surtout dont il est question. Et ils sont sans arrêt cassés. Et donc l'entreprise qui est chargée de la réparation de ces containers a déposé le bilan. Donc il y a du bricolage qui est plus ou moins fait, mais c'est vrai qu'il y a une accumulation des déchets, et ça concerne évidemment pas que la ville d'Oriol, ça concerne toute la métropole. Donc il y a des marchés qui sont en train d'être repassés. Donc, aussi bien Martine Vassal, présidente de la métropole, que l'ensemble des communes sont bien conscients des choses, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique, puisqu'il faut respecter un certain nombre de procédures, et que c'est de plus en plus difficile, mais de toute façon c'est un constat que nous faisons, plus l'institution est importante, et plus c'est difficile d'arriver à gérer. Aujourd'hui, la métropole est une institution très importante, et la vitesse de réaction, elle est aussi très importante. Voilà. Donc on essaye de mettre en place, nous, ville, via nos agents du service technique. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit qu'ils étaient en diminution. Je ne sais pas, vous avez pris les chiffres, mais au contraire, on a embauché du monde parce que justement, on a mis une option particulière sur la ville propre et sur l'espace public et la gestion de l'espace public. Donc, on a mis en place une espèce de brigade de déchets qui interviennent dès qu'ils sont appelés par l'application Oriol, que nous avons aussi améliorée cette année, pour essayer d'enlever des dépôts à certains endroits. Mais encore une fois, ce sont nos agents et nos impôts qui interviennent, alors que c'est une compétence qui est transférée à la métropole. Donc on essaye de pallier à tout ça. C'est des solutions qui sont provisoires, qui ne pourront pas être pérennes, parce qu'on ne peut pas éternellement travailler à la place de la métropole. Donc on espère que ces containers vont être réparés rapidement. Moi, ça reste personnel, mais j'ai l'intime conviction que tous ces containers enterrés, c'est très bien. Au niveau look, c'est magnifique, mais il y a toujours un souci dessus. Et d'ailleurs, derrière l'église, nous avons mis des containers aériens, et depuis, on n'est plus ennuyé. Alors, c'est pas très beau, mais en même temps, ils arrivent, ils les déchargent, et on n'a plus ce monticule de déchets tout autour. C'est facile, ça ne se casse pas. Et je crois que la modernité, elle a aussi ses limites. C'est vraiment une question qu'on se pose. Alors, on a quand même mis en place avec la métropole un programme aussi de réparation et de renouvellement de ces containers. On en a refait à la place Sainte-Barbe, Jean-Paul à Saint-Français aussi. Voilà, dans le centre-ville aussi, il y a un programme de renouvellement de ces containers. Quand ils sont neufs, ils sont moins cassés facilement en tout cas. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est sur l'application Oriol, je pense, le premier signalement que nous avons sur ces déchets qui sont à côté des poubelles. Après, ça c'est le travail métropole ou mairie. Après, j'ai envie de dire qu'il y a quand même un gros souci au niveau des incivilités. Là aussi, nous avons mis en place, développer notre parc de vidéoprotection. Je le rappelle quand même, nous sommes passés de 6 à 12 policiers municipaux, donc on a un centre de supervision qui est opérationnel. Et puis nous avons voté ici même en conseil municipal c'est pas une amende, parce que je n'ai pas le droit de dire que c'est une amende, même si je considère que c'en est une,
Une compensation, quand nous avons identifié des contrevenants, une compensation financière de 300 ou 350 € en fonction de ce qui a été déversé pour pouvoir compenser justement le déplacement des services techniques. Et puis il y a des caméras aussi mobiles qui ont été implantées un peu partout. Alors ça marche, hein, on a un certain nombre de titres qui ont été émis pour pouvoir aller récupérer. D'ailleurs, on se fait même un peu insulter quelquefois sur Facebook parce qu'on a fait payer des personnes qui ont déversé des pneus, qui ont déversé des gravats sur les sites des ordures ménagères. Ils ne sont pas contents, mais en même temps, ça commence à se dire et ça se sait. Voilà. Mais de toute façon, c'est un effort collectif aussi. Et avec, là, à partir du 1er janvier, la métropole ne va plus ramasser les déchets des entreprises. Là aussi, on a aussi à faire face à un certain nombre d'incivilités que nous combattons au quotidien. Monsieur Marlin. Oui, une question sur l'agriculture, et plus précisément sur les zones agricoles protégées. Je vois qu'on parle de 15 communes engagées dans la démarche. Est-ce qu'Oriol a fait partie, où ça en est? Parce qu'il n'y a pas de détails. Alors, Oriol avait voté ici même au sein du conseil municipal une convention avec la Chambre d'agriculture pour justement réfléchir à la mise en place de cette zone agricole protégée. Et il avait été décidé par la Chambre d'agriculture elle-même que la ZAP serait faite, en tout cas la réflexion serait lancée, après le PLUI. Donc le PLUI ayant été voté au mois de juillet, nous allons travailler avec la Chambre d'agriculture pour définir les zones qui seront en zone agricole protégée. Après, juste, je vous prends en mot, puisque vous annoncez beaucoup de choses. J'ai l'état au CA 2019. Au niveau de la police municipale, il y avait 10 personnes. Donc, je veux bien qu'il y en avait peut-être 6, mais le tableau est un tableau qui est annexé au CA 2019. Il n'y en a jamais eu 6. On a toujours été autour de 10, voire 11. C'est un détail. Écoutez, quand je suis arrivée... Regardez le CA, ouais. C'est ce qui est marqué au détective. Oui. En tout cas, nous avons fait plus de 6 embauches au sein de la police. Parce qu'il y a eu des départs. On en a fait beaucoup plus que ça malgré les départs. D'autres interventions au niveau de ce rapport du Conseil métropole? Ok, donc là, on prend acte de cette communication. Le rapport numéro 5 est l'approbation d'une convention d'adhésion à un dispositif de signalement et je vais donner la parole à M. Bouilly. Oui, donc il s'agit d'approuver l'adhésion au dispositif obligatoire de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes au sein des collectifs de travail proposés par le CDG 13. Le comité social territorial, CST, a émis un avis favorable en date du 15 décembre dernier. Sa mise en œuvre sera externalisée par le CDG 13 au cabinet Allo Discrime pour une durée de 2 ans à compter du 21 juin, à partir du 21 juin 2023. La participation annuelle de la commune aux frais de gestion est liée au nombre d'agents. Ainsi, je vous propose d'approuver cette convention. Des questions? Un vote à l'unanimité. Le rapport numéro 6, c'est une demande de congé bonifié d'un agent fonctionnaire, M. Bouilly. Oui, donc il s'agit d'un droit auquel un fonctionnaire est éligible. Donc il s'agit d'accorder à cette personne de bénéficier d'un congé bonifié ainsi que de la prise en charge de ses frais de voyage aller et retour à La Réunion pour elle et ses enfants. Un avis favorable à l'unanimité. Le rapport numéro 7, il s'agit de la protection sociale complémentaire et risque prévoyance santé. M. Bouilly. Oui, donc il s'agit donc pour la commune de s'engager dans l'accord collectif national lancé par le CDG 13
concernant la participation pour le risque prévoyance, soit par la procédure de la convention de participation, soit par la procédure de contrat collectif à compter du 1er janvier 2025. D'autre part, pour la participation au risque santé, avec la procédure de la convention de participation à compter du 1er janvier 2026. Car la participation pour la prévoyance devient obligatoire dès le 1er janvier 2025 et la santé mutuelle dès le 1er janvier 2026. En effet, les employeurs publics territoriaux doivent contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaires auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent pour couvrir soit les risques de santé, soit les risques prévoyance. Ainsi, pour le risque prévoyance, je vous propose de retenir soit la procédure de la convention de participation, soit le contrat collectif selon les termes de l'accord collectif national du 11 juillet 2023, qui sera lancé par le Centre de gestion des Bouches-du-Rhône avec son contrat d'assurance collective pour un effet des garanties au 1er janvier 2025. Et concernant le risque santé, de retenir la procédure de la convention de participation qui sera lancée par le Centre de gestion des Bouches-du-Rhône avec son contrat d'assurance collective pour un effet des garanties au 1er janvier 2025. Est-ce qu'il y a une intervention, Madame Géraud? Oui, moi je voudrais demander si vous avez une idée un peu du calendrier, savoir le CD où ils en sont au niveau de la procédure, quand est-ce qu'on connaîtra l'opérateur qui sera désigné, est-ce que vous avez une idée du calendrier, puisque c'est là 2025, c'est le 1er janvier, donc je ne sais pas si vous avez commencé les négociations, vous ne savez pas. Non, je ne sais pas où ils en sont dans l'appel d'offres, les négociations encore là-dessus. D'accord. Par contre, nous, ce que nous émettons, c'est qu'effectivement, puisque c'est une obligation et qu'il va y avoir des négociations, on espère que le panier de base choisi sera à un haut niveau de protection sociale complémentaire et que le reste à charge de chaque agent soit réduit au minimum. Mais nous aussi, on l'espère, Madame Géraud. Nous aussi, on l'espère. Mais après, il n'y aura pas qu'en conseil municipal, vous nous disiez que nous avons augmenté la masse salariale, puisque ça sera compris là-dedans. Je veux dire, les avantages qui sont donnés au personnel, bien entendu, qu'on est tous favorables d'augmenter notre personnel, de donner des primes, et d'ailleurs, de nombreuses primes ont été données cette année pour récompenser les personnels les plus méritants. Et que bien entendu, ce complément santé mutuelle, nous avons envie qu'elle soit le plus élevée possible pour que nos personnels qui n'ont pas des très gros salaires puissent avoir un meilleur pouvoir d'achat. Mais oui, mais on n'est pas dans une ville où on peut faire ce qu'on veut avec les contraintes budgétaires que nous avons. Donc nous avons mis en place un certain nombre de choses cette année. Je pense au COS, on a de belles augmentations, une aide pour notre personnel, mais nous ferons au mieux pour que les personnels soient traités le mieux possible. Mais encore une fois, dans des contraintes budgétaires. Si l'État nous apporte, accompagné de cette réforme obligatoire, une aide supplémentaire, eh bien, on dira merci, on sera très content. Donc un vote pour à l'unanimité pour cette délibération. Le rapport numéro 8 est l'instauration d'une indemnité de fin de détachement d'office. Et je laisse encore la parole à M. Bouy. Oui, donc il s'agit d'instaurer une indemnité de fin de détachement d'office, comme prévu par le texte. 3 agents sont concernés et ainsi la commune devra prendre en charge sur le budget du personnel en 2024 les frais de l'indemnité, les cotisations et les indemnités chômage pour plus de 250 000 € qui vont grever le budget 2024 des charges de personnel. Ainsi, je vous propose d'instaurer une indemnité de fin de détachement d'office telle que prévue par les textes législatifs et réglementaires et d'en fixer le montant. Des interventions? Non, il a répondu à ma question, de savoir combien de personnes. 3. Voilà, 3 personnes, voilà. Et j'imagine que là, pour l'année 2024, s'il y en a qui se posent, d'autres personnes donc de la crèche collective se positionnent, pour l'instant, vous ne l'avez pas fait savoir. C'est ça. D'accord.
D'autres interventions? Donc, qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 9 concerne la carte scolaire et nous allons parler de l'extension de la zone tampon. Madame Mounier. Merci, bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'autoriser la poursuite de l'extension de la zone tampon à compter du 14 juillet 2024 pour les nouveaux arrivants sur la commune d'Auriol et les inscriptions scolaires des enfants nés en 2021, hors fratrie déjà scolarisés. En effet, compte tenu du nombre important de nouvelles constructions, il est indispensable d'éviter une surcharge des effectifs dans les groupes scolaires. La zone tampon actuelle s'étendra au quartier excentré et éloigné géographiquement des écoles qui nécessitent l'usage d'un véhicule, à savoir le chemin de Téléguien, la Parette, le quartier de Bassan, Temps des Moines, quartier des Baumes, chemin de la Réraille. Ainsi, je vous propose d'autoriser la poursuite de l'extension de la zone tampon à compter du 14 février 2024 pour les nouveaux arrivants sur la commune d'Auriol ainsi que pour les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2021, hors fratrie déjà scolarisés. Une intervention? Pas d'intervention? Madame Elmana? Non, en fait, c'est pas qu'on soit foncièrement contre, mais en même temps, on se rend compte que ça représente une très grande partie de la commune qui finalement se retrouve en zone tampon. On nous a fait part quand même de certaines difficultés de personnes qui vivent dans le même quartier, qui ne vont pas dans les mêmes écoles. Voilà, ça me pose question. Donc, pour l'instant, on s'abstiendra pour essayer de réfléchir un peu mieux sur le sujet. Je vais juste rajouter quelque chose. Nous, on regrette de ne pas faire partie de cette commission. Mais elle a permis la commission des cartes scolaires. En fait, les quartiers qu'on a rajoutés, il y a très peu d'enfants concernés parce que c'est des zones avec des villas et il y a très peu d'enfants concernés. Mais bon, ça nous permet quand même d'équilibrer les différents groupes scolaires. Juste une question. Est-ce qu'il y a des menaces de fermeture sur certains Est-ce qu'il y a des menaces de fermeture sur certains groupes scolaires actuellement? Puisque c'est maintenant que ça va se décider. Oui, mais pour le moment, on n'est pas... Pour le moment, on est informé de rien. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'année dernière, la classe maternelle à Jean Rostand a été ouverte un peu au dernier moment, alors qu'au mois de septembre, il n'y avait aucune prévision d'ouverture. On s'est même dit qu'il y avait quelque chose... C'était bizarre qu'il y ait une ouverture comme ça, parce que les effectifs ne montraient pas un besoin ensuite d'ouverture. Donc, bon, je pense que c'est une classe qui risque d'être fragile. Mais ça, c'est quand elle s'est ouverte, on s'est posé la question pourquoi cette ouverture. Donc, on a ouvert, on a fait des travaux, on a mis du personnel supplémentaire. Voilà, mais pour l'instant, on n'a aucune information là-dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des effectifs qui sont fragiles dans certaines écoles. Des effectifs, on le voit, hein, les chiffres ne sont pas bons, mais officiellement, nous n'avons aucune information sur une éventuelle fermeture. C'est dans ce moment les commissions, donc oui, ça va. Parce que par rapport à l'école de Moulin de Redon, qui est quand même excentrée, si les informations sont bonnes, il y avait des enfants de Pont-de-Joux qui vont jusqu'à Moulin de Redon à l'école. Oui, il y a quand même super éloigné. Il y a une ou deux familles qui... Alors, il y a une ou deux familles à qui on a proposé et qui ont bien voulu y aller, parce qu'on connaît aussi l'école de Moulin de Redon. Avec, alors oui. Oui, voilà. Donc, oui, effectivement, il y a deux familles de Pont-de-Joux qui partaient le matin prendre l'autoroute et qui ont accepté d'aller à Moulin de Redon parce qu'il y avait, voilà, vous l'avez dit, hein, des problèmes d'effectifs et que ces menaces de fermeture dans certaines écoles, quelquefois 2-3 enfants de plus, ça empêche la fermeture de la classe.
Donc c'est vrai qu'on travaille aussi avec les familles. C'est pour ça qu'on a agrandi cette zone tampon, parce qu'une zone tampon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aller dans une école ou dans une autre. Et que c'est un peu... ça apporte cette souplesse qui nous permet peut-être de ne pas fermer à certains endroits et éviter encore une fois ces fermetures. Mais de toute façon, c'est chaque année une réflexion que nous devons mener. Et on a en plus, on est dans l'attente de la livraison de certains logements à Pont-du-Joux, et on ne sait pas encore combien de familles ça va amener. Et c'est clair qu'on ne peut pas les amener à Jean Rostand et fermer la barre de Ligne et fermer Claire Dauphin. Parce que Claire Dauphin, les effectifs, je crois, en maternelle, sont inquiétants aussi. C'est bien ça. Voilà. Donc il faut que chaque année, on ait cette variable d'ajustement, sachant évidemment que quand il y a des fratries, on ne peut pas proposer autre chose aux familles que là où sont les aînés. Donc voilà, quand on peut jouer sur 4-5 familles et que ça empêche une fermeture de classe, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Voilà. Donc, une abstention sur cette carte, cette extension de la zone tampon. Le rapport numéro 10, c'est l'approbation d'une convention de coproduction simple de spectacle. Madame Vallée. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, vous avez dû le voir, la programmation de la salle de spectacle de la Confluence pour l'année 2024 se veut riche et variée. Théâtre, musique, humour, mentalisme, fête de la Saint-Patrick et bien d'autres choses encore. Par exemple, samedi 24 février à 20h30, vous pourrez assister à la représentation de la pièce Marius de Marcel Pagnol, dont on commémore cette année sur tout le territoire les 50 ans de sa disparition. Elle sera interprétée par la célèbre et reconnue compagnie Boudraco, qui sera entre autres une des compagnies de renom qui jalonneront la programmation. Toutefois, nous avons voulu aussi en parallèle favoriser la création artistique et apporter les conditions favorables à une rencontre de proximité entre des artistes du territoire et la population locale. C'est donc dans cet esprit que nous vous proposons ce soir une convention de coproduction avec la compagnie Celle Danse et Art, basée à Saint-Zacharie. En échange de mise à disposition de la salle d'un régisseur plateau pour finaliser leur travail, la compagnie proposera 2 spectacles musicaux jeunes publics, Clochette et les 4 saisons, le 6 avril prochain, et Miracle sur Main Street, le samedi 30 novembre. La commune aura en charge la billetterie et reversera 85% à la compagnie. Cette mise à disposition rapportera donc 15% des recettes réalisées. Ainsi, je vous propose d'approuver ce projet de convention porté à l'annexe au présent rapport. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame Giraud? Oui, on va s'abstenir. On regrette que ça ne soit pas une association d'Oriol, tout simplement, parce qu'on sait qu'il y avait des associations qui ont pu faire des spectacles et tout. On s'abstiendra. C'est sur proposition, on reçoit tout le monde et on traite toutes les demandes, aucune demande de coproduction d'association d'Oriol. Vous avez été mal renseigné. On a reçu cette association qui nous propose 2 spectacles de qualité. D'ailleurs, Madame Vallée elle consacre aussi ses week-ends à aller voir les spectacles pour vérifier que ce que nous allons offrir aux Oriolais sera de qualité, et nous n'avons pas été saisis par... alors attention, là on est quand même en train de parler d'une compagnie de qualité, parce qu'on est quand même dans cette salle de la Confluence, et il faut, voilà, n'importe quelle association qui produit un petit spectacle de fin d'année ne peut pas se prétendre à être dans une coproduction avec la commune. On a quand même aussi dans notre cahier des charges avec la métropole un certain nombre de critères et d'obligations. Donc là, c'est une compagnie qui se produit professionnelle, qui se produit dans différentes salles de spectacle de la région et qui fonctionne de France d'ailleurs, hein, je crois qu'ils ne sont pas que dans la région, et donc qui fonctionne comme ça depuis des années. Et ils récupèrent, d'après ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas assisté à tout, des spectacles nationaux avec certains acteurs, auteurs, chanteurs, comédiens qui se produisent ensuite dans des salles de spectacle de villes comme la nôtre. Voilà. Donc
Maintenant, si vous voulez monter un spectacle, vous, pour la fin de l'année, on vous ouvrira volontiers la salle de spectacle, et dans la condition que ça soit de qualité. Et dans la programmation, il y a quand même Les Misérables, porté par une association orgueilleuse du Port-Neuf, qui a été programmée. Tout à C'est fait. marqué dans la programmation. Tout à fait. Mais c'est pas de la coproduction, là, c'est différent. Voilà. C'est pas On pareil. essaye de répondre à un certain nombre de demandes. On s'improvise un peu, puisque je suis la directrice de cette salle, et Madame Vallée fait la programmation. On s'improvise un peu, mais on a rencontré de nombreux producteurs et de nombreuses façons de gérer cette salle. Et la coproduction nous a semblé intéressante parce que ce n'est pas un investissement financier pour nous. Donc, s'il y a du monde, ben, on récupérera un certain nombre de recettes, mais on n'investit pas dans le spectacle. C'est un spectacle qui nous est amené. On a trouvé ça intéressant, ça fonctionne dans d'autres communes. On essaye de voir comment d'autres communes s'en sortent pour cette programmation culturelle qui est quand même très compliquée puisque c'est souvent déficitaire et que malgré l'aide de la métropole, il nous reste les 180 000 € de programmation pour toute l'année, ce qui n'est pas énorme sur les 300 000 puisque nous devons aussi payer les fluides, l'électricité. Donc on se réjouit d'avoir ce type de programmation et puis on attend aussi des résidences d'artistes. Donc si on a des artistes qui nous écoutent ce soir, ils sont certainement nombreux à écouter le conseil municipal d'Oriol. On peut accueillir aussi des résidences d'artistes puisqu'ils occupent la salle la semaine et le week-end ils donnent des représentations gratuites à la population. On en a eu l'an dernier avec le collège. Un spectacle très intéressant, donc voilà, je fais un appel aussi sur Internet. Donc un avis favorable pour cette convention. Et enfin, le rapport numéro 11, je vais donner... Ah, vous abstenez? Non, vote pour. Le rapport numéro 11 est le renouvellement de la durée d'exploitation après 2026 et l'extension de la carrière par la société CEMEX. Et je vais donner donc, un avis de principe de la commune. Et je vais donner la parole à Monsieur Mollard. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Donc cette délibération a pour but d'émettre un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de la carrière au-delà de 2026 par la société CEMEX Granulat Rhône-Méditerranée, malgré le projet complémentaire de rééquilibrage et de recyclage des matériaux et l'intensification des extractions, des tirs de mine et la modification du zonage du PLUI demandé par la société. Donc en effet, la société a présenté un projet de reconversion et de rééquilibrage de l'activité relatif à la gestion des déchets, pour lequel Madame le maire donc, a souhaité consulter à nouveau les habitants. Il en ressort d'une part la position inadaptée à l'entrée de ville à proximité des habitations de la carrière, des flux de camions générés par le recyclage des matériaux du BTP, et d'autre part des intensifications d'extraction et des tirs de mine envisagés, générant également un flux de camions supplémentaires pouvant porter préjudice à l'environnement et à la santé publique notamment. Donc ainsi, je vous propose d'émettre un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de la carrière au-delà de 2026 et au changement donc, de zonage du PLU. Des interventions? Madame Giraud. Ça va être très clair. On ne peut se satisfaire que l'expression des habitants a été prise en compte après 2 consultations. Alors, je rappelle quand même que la 2e consultation a été faite avec un apport nouveau. C'est pour ça qu'on l'a faite, hein, c'est pas pour s'amuser. Hein, on a passé des heures à mettre en place la concertation et on pensait que c'était important parce que c'était une décision importante à prendre. Et qu'en contrepartie, il y avait aussi cette attente de la part des entreprises du bâtiment de pouvoir traiter leurs déchets du bâtiment. Donc il fallait aussi écouter les entreprises du bâtiment, c'est ce que nous avons fait. Et clairement, les oriolés, mais pas que les oriolés, les gens du territoire se sont déplacés et ont mis en avant des doutes aussi que nous avions, hein, puisque nous étions au sein de ce conseil municipal très partagés sur cette proposition, mais on a trouvé que c'était important de consulter la population, comme nous nous étions engagés en 2020,
Pour chaque grande décision relative à des projets qui n'avaient pas été soumis dans notre programme de campagne, poser la question aux habitants et aux Oriolais. Donc on l'a fait et il en est ressorti ce que disait M. Moulard, des doutes et surtout des choses qui faisaient très peur au niveau des nuisances. Donc on a décidé donc de ne pas donner suite et du coup de ne pas du tout modifier le PLUI dans lequel nous avions déjà mis fin à l'exploitation de la CMEX, puisque nous n'avons pas augmenté le carreau d'exploitation et qu'en 2026, le carreau d'exploitation est terminé et que le PLU ne permet plus d'aller au-delà de l'exploitation actuelle. Voilà. Donc il n'y aura pas de démarches qui seront entamées au niveau de la modification du PLUI et nous resterons sur le PLUI que nous avons voté tous ensemble ici sur cette OAP, puisque nous avions défini une OAP en entrée de ville, donc un arrêt de la poursuite de l'exploitation de la carrière. Donc un avis favorable à l'unanimité pour cette délibération. Je vous remercie. Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, je dois vous rendre compte de l'exercice de mes délégations découlant de cet article, de ce même code. Délégation telle que fixée dans la délibération numéro 113-2022 en date du 14 novembre 2022. L'Assemblée délibérante vous a transmis la liste des décisions prises depuis le 21 décembre 2022, date d'envoi du précédent conseil municipal, ainsi que la copie intégrale de l'ensemble de ces décisions. Je remercie l'Assemblée délibérante pour l'organisation de ce conseil. Normalement, nous devrions avoir un conseil municipal le lundi 11 mars 2024 et puis le conseil municipal sur le vote du budget, j'ai oublié la date, le 8 avril, donc un gros conseil le 8 avril. Je vous remercie. Merci à tous d'avoir assisté à ce conseil municipal et je vous souhaite une bonne soirée.